pour moi, j'étais sûr qu'on allait avoir un problème parce que c'était pas possible que moi, un jeune de quartier, que j'aille là-bas. Ces 10 jours-là qui ont été, je pense, le moment le plus marquant de mon existence. Quand j'écoute les infos ces jours-ci, j'ai l'impression que le monde dans lequel on vit ne nous donne pas beaucoup d'espoir. Et pourtant, quand je réfléchis, en tant qu'espèce, on a réussi à produire des belles choses et à dépasser pas mal de moments affreux. Effectivement, très tôt dans l'histoire des sciences, on a reconnu que certains organismes pouvaient être des prédateurs ou des parasites ou des agents pathogènes. Mais ce qui a émergé un peu plus tard dans l'histoire des sciences et qui fait le cœur justement de notre être jamais seul, c'est qu'un certain nombre des organismes qui nous entourent ont des relations avec nous qui sont des relations de coexistence et des relations mutuellement bénéfiques. Vous pensez que c'est grâce à la compétition et à la lutte pour la survie des plus forts qu'on s'en est sorti par le passé ? Vous pensez que c'est ça qui nous attend dans le futur ? Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Quand on regarde les champignons, les plantes ou les animaux, on voit pourtant des associations puissantes et parfois incongrues. Alors, si eux peuvent le faire, pourquoi pas nous ? Dans Symbiose, le podcast avec un S, on va partir à la rencontre de binômes inspirants qui font vivre des collaborations mutuellement bénéfiques. Et on va les mettre en lumière, ou plutôt en son. En couple, en famille, entre amis, au travail, il y a des milliers de manières de s'entraider et j'ai envie de vous les raconter. Je suis Amandine Barle et bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier très sincèrement mon ancien collègue Gauthier qui m'a mis en relation avec Pierre-Alexandre. Vous n'entendrez pas la voix de Pierre-Alexandre aujourd'hui, et pourtant c'est lui, le capitaine de l'expédition Nérivik. Un grand merci à Gauthier et à Pierre-Alexandre pour avoir rendu cet épisode possible. Avant de vous plonger dans l'écoute, je préfère vous prévenir qu'il va être assez intense et très riche en émotions. Vous entendrez aussi sûrement quelques bruits de fond liés à l'environnement parisien dans lequel nous avons enregistré. Je suis honorée d'avoir pu raconter l'histoire de Swala et d'Alban et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour, bienvenue dans Symbiose. Aujourd'hui, je suis avec Alban et Swala. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, bonjour, je m'appelle Mdaouma Swala, j'ai 19 ans, je suis comorien, j'habite à Marseille et là, je suis à l'école de l'industrie, plus précisément à Paris, pour faire une formation de chef d'équipe de propreté. Moi, je m'appelle Alban, j'ai 27 ans, je suis ingénieur dans le nucléaire marin. J'ai grandi à Brest, au bord de la mer en Bretagne, et je suis un grand passionné de la mer. Et je pense que l'expérience qui a le plus marqué mon enfance, c'est le scoutisme marin. Comment est-ce qu'on fait grandir des jeunes avec la pédagogie du scoutisme et avec la mer ? Et c'était une des raisons qui m'a poussé à rejoindre l'aventure. Alors ça me fait une super bonne transition. Tous les deux, ça paraît un peu improbable que vous vous connaissiez et que vous vous parliez pour des gens qui ne vous connaissent pas juste après votre présentation. Comment vous vous êtes rencontrés ? C'est quoi le déclencheur de votre rencontre ? Le déclencheur, c'est deux associations. La première qui s'appelle Le Rocher, que Swala connaît mieux que moi, qui œuvre dans les cités depuis 25 ans et dont l'objectif principal est de travailler la culture de la rencontre. Donc comment est-ce qu'on fait pour que deux populations qui vivent sur le même territoire, ou en tout cas proches, puissent se rencontrer, alors qu'elles n'ont à première vue pas grand-chose en commun. Et donc la deuxième association, c'est Nérivik, qui existe depuis 4 ans, qui est basée à Toulon, et qui a 3 missions. La première, c'est des missions d'expédition scientifique. La deuxième, c'est des missions d'éveil à la curiosité scientifique pour des jeunes de primaire. Et la troisième, c'est d'accueillir des jeunes de cité au sein de l'équipage pour grandir ensemble. Alors ça explique du coup qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens comme vous qui se rencontrent, mais ça m'explique pas comment vous vous êtes rencontrés. Du coup, je vais poser une question bien spécifique à Swala. Comment tu as rencontré Alban ? Alors, j'ai rencontré Alban grâce à l'association du Rocher qui m'a personnellement proposé de faire une expédition. Au début, elle s'appelait Cap ou pas Cap. Donc, c'est l'expédition qui fait que des jeunes de quartier puissent rencontrer la mer en bateau. D'abord, on a fait des petits week-ends pour rencontrer l'équipage de la station Nérivik. Au début, on n'a rencontré que quelques personnes, donc PX, Pierre-Alexandre et Alban.
On a rencontré aussi Antoine qui fait aussi partie de l'association Mission Nérivik. Et j'ai rencontré Alban dans ce premier week-end. Au début, en soi, je le voyais, mais il était très très grand, donc j'hésitais à aller vers lui, j'hésitais à le parler, à le regarder de haut comme ça. Alors, je confirme pour les gens qui écoutent mais qui ne voient pas Alban. Alban est très très grand. Tu mesures combien, Alban ? Je mesure un tout petit peu moins de 2 mètres. J'y suis pas parvenu. Et alors, juste pour préciser un tout petit peu le cadre de notre rencontre, c'est venu de l'idée d'une éducatrice spécialisée du Rocher qui a passé 7 ans dans une antenne à Grenoble. Et l'objectif, c'était de proposer un cadre pour des jeunes qui sont en décrochage scolaire. Voilà, elle est salariée du Rocher pour la lutte contre l'échec scolaire. Et l'objectif, c'est de proposer un suivi, un cadre pour des jeunes en décrochage scolaire. Pour tous, des problèmes de motivation, une succession d'échecs à l'école, des formations qui n'étaient pas forcément adaptées. Et l'idée de départ, c'était voilà, qu'est-ce qu'on propose à des jeunes comme ça, qui ont des talents, qui ont du potentiel, mais qui ont a priori pas toqué à la bonne porte. Voilà, pour certains, c'est même des programmes de la dernière chance après pas mal d'échecs. D'où la proposition de Blandine, cette éducatrice, pour les jeunes qu'on a accompagnés cette année. Et du coup, Soala, il a dit que quand il t'avait vu pour la première fois, il t'avait trouvé très grand. Est-ce que tu te souviens de ce que t'as pensé, toi, quand t'as rencontré Soala au début ? Ouais, je me rappelle très très bien. On s'était fait prêter une maison à côté de Marseille. Il y avait un petit stress à l'idée de rencontrer ces jeunes. Ça faisait longtemps qu'on parlait de ce projet-là. Et c'est marrant, tout le monde était assez calme un petit peu sur l'observation, sauf Soala, qui était hyper enjoué dès le début, à faire plein de blagues, à courir un petit peu partout, à montrer les chambres. Il était fan de la maison dans laquelle on était. On est arrivé un petit peu après eux, il nous a fait visiter sa chambre, il nous a présenté les personnes qui nous accueillaient. C'était hyper sympa comme accueil. Ça a tout de suite donné le ton, avec le recul de toute l'année qu'on a passé ensemble. Ça a vraiment donné le ton de tout ce qui a pu se passer après, pendant les 6 mois qui ont suivi. C'était quoi ta relation à toi avec la mère avant ? Parce que du coup, Alban t'a parlé de ta relation avec la mère. Toi, t'avais une relation avec la mère ou pas avant du tout ? Non, moi, j'avais aucune relation avec la mer. 0, 0, 0. À chaque fois, quand je sortais, je restais juste dans mon quartier, qui s'appelle Campagne-l'Évêque, où je sortais dans le secteur, où j'allais dans les centres commerciaux. Mais le contact avec la mer, je ne l'ai jamais eu. C'est pour cela que quand, sur les premiers week-ends, on m'a proposé les week-ends Cap ou pas Cap, qu'on allait rencontrer la mer, ben, en fait, j'avais hâte, quoi. C'est pour ça que j'étais tellement excité, parce que j'avais vraiment hâte de ce projet-là. J'avais vraiment hâte de rencontrer la mer, de sortir de mon élément, quoi. Parce que c'est un élément que j'avais jamais connu auparavant. Même si au début, ça devait être des petits week-ends en mer de 7 jours ou 3 jours ou quoi que ce soit. J'avais trop hâte. Ça m'a vraiment plu. En soi, ce n'est pas vraiment ce que je veux faire plus tard, mais je voudrais beaucoup refaire du bateau. Alors, tu fais une bonne transition toi aussi, parce que tu dis au début, c'était juste des petits week-ends. Et après, vous êtes parti au Groenland. Donc, est-ce que vous pouvez raconter pourquoi vous êtes parti au Groenland ? Qu'est-ce que vous avez fait là-bas ? En fait, c'est ce que disait Soala au début, le projet, c'était un projet d'accompagnement sur des week-ends. Et nous, avec l'association Nérivik, en fait, on montait une expédition scientifique pour partir au Groenland pour des instituts scientifiques comme Météo France, le CNRS, l'Ifremer. Et c'était pas prévu au départ qu'on embarque des jeunes. Le premier week-end, quand on a parlé de ça, quand on a parlé de ce projet d'expédition scientifique, il y a notamment Soala qui nous a posé énormément de questions. On n'avait jamais vu de jeunes aussi motivés que ça par nos projets et notamment par le Groenland. C'est quelque chose qui l'a marqué tout de suite. Et c'est vrai que nous, ça nous a pas mal travaillé de comment est-ce qu'on peut les impliquer dans notre projet, si ça les motive. Et le deuxième week-end qu'on a passé ensemble, c'était la première fois qu'on faisait de la navigation ensemble. Toute la journée du samedi, génial. Les jeunes absolument émerveillés par l'environnement marin. Et le soir, il y a certains jeunes qui ont fait le mur. Et à 2h du matin, on est réveillés par quelqu'un qui demande d'aller vite fait voir ce qui se passe dans la salle de bain. Et là, il y avait un des jeunes qui était en train de faire un malaise. Et en fait, on a rapidement compris qu'il était à la fois en coma éthylique et qu'en plus, il avait consommé de la drogue. Et du coup, bref, il a fini sa nuit à l'hôpital. Et en fait, la discussion qu'on a eue tous ensemble sur tout le projet de OK, en fait, qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble ? Où est-ce qu'on a envie d'aller ? Quel problème est-ce qu'on a envie de régler ? Et c'est là aussi qu'on a pris conscience que, en fait, mine de rien, on avait commencé à s'attacher aux jeunes et qu'on a pris conscience aussi des problèmes auxquels eux étaient confrontés, de l'environnement de la cité, de l'environnement de leur quartier. Qu'est-ce que ça les pousse à faire ? Qu'est-ce que ça les pousse pas à faire ? Et voilà, si on travaille sur la lutte, sur le décrochage scolaire, quels sont les problèmes qu'il faut régler avant ça ? Comment tu l'as vécu, toi, cette soirée ? Elle était choquante, elle était très choquante. On avait tous peur. Personnellement, moi aussi, j'avais peur pour lui. Mais je l'ai vécu moins dur que les autres. Parce que moi aussi, en soi, j'habite dans un quartier. C'est pas la première fois que je vois quelqu'un avoir une réaction comme ça quand il a pris de la drogue ou quoi que ce soit. Donc, j'étais choqué de ce qui s'était passé.
mais je n'étais pas autant étonné que d'autres personnes. Et c'est vrai que personnellement, moi aussi, je m'étais attaché à eux parce que au début, ils se comportaient comme des éducateurs qui voulaient nous montrer ce qu'ils voulaient faire eux. Mais après, en comprenant comment est-ce que nous, on était, ben, ils ont cherché à s'adapter, nous faire comprendre les choses. Plus dans le dialogue, quoi, en fait. C'est ça, plus dans le dialogue. Alors, comment ça vous amène au Groenland, tout ça ? Après l'expérience qu'on a vécue, après les discussions qu'on a eues, le lendemain de l'événement que j'ai raconté tout à l'heure, en fait, on s'est rendu compte qu'on était vraiment accrochés à eux et qu'il y avait un gros besoin d'accompagnement et de vivre des choses fortes pour se transformer. Moi, j'ai dit tout à l'heure que l'expérience qui m'avait le plus marqué, c'était le scoutisme. Moi, je suis convaincu que ce que je suis aujourd'hui, beaucoup de ce que je suis aujourd'hui, je le dois au scoutisme, et notamment dans le fait que vivre une aventure pour un jeune garçon, pour un jeune adolescent, c'est quelque chose qui peut vraiment transformer notre cœur en profondeur. Et vivre une aventure aussi extraordinaire qu'aller au Groenland, peut-être qu'il ne faut pas moins pour transformer des jeunes qui ont reçu beaucoup moins que nous dans un environnement un peu plus hostile. Tu peux me raconter comment t'es allé au Groenland ? Alors, c'était Blondine qui nous avait dit que ça se pourrait qu'on aille au Groenland. Et moi, personnellement, cette phrase-là, j'étais étonné, content, excité. Je pense que j'avais toutes les bonnes sensations au monde dans mon corps. Mais dans ma tête, ça ne devait pas se faire. J'allais jamais y aller. C'était juste un rêve. Et le jour où on m'a confirmé qu'on allait aller, que les billets d'avion, on allait les prendre, que je devais envoyer mes papiers, mes dossiers, tout ça et tout, même les prendre, pour moi, je me suis dit peut-être c'est un rêve là ce que je suis en train de faire. Prendre mes dossiers de chez moi, les ramener au rocher, ça devait être un rêve, je devais me réveiller. Parce que là, c'était vraiment l'acte sur lequel je devais aller au Groenland. Et du coup, on se retrouve à Paris, au local du Rocher, avec toutes nos affaires. Déjà, faire mes affaires. Est-ce que j'allais te demander, t'as mis quoi dans tes affaires ? Dans mes affaires, j'ai mis beaucoup d'affaires. Et arrivé au local du Rocher, j'ai enlevé beaucoup d'affaires. Parce qu'en fait, il fallait prendre que des affaires les plus solides pour le froid, quoi. Et en fait, même faire mes affaires, j'étais ému de faire mes affaires parce que j'étais en train de me dire, je vais au Groenland. Partout où on était avant le Groenland, je me suis dit, c'est pas possible. On aurait un problème qui va faire qu'on va revenir. Tu te préparais à ce que ça marche pas pour pas être trop déçu si jamais, quoi. C'est ça. Ouais, ok. Moi, pour moi, j'étais sûr qu'on allait avoir un problème parce que c'était pas possible que moi, un jeune de quartier, que j'aille là-bas. Bon, du coup, au final... C'est possible. T'es là pour nous le raconter. On a pris l'avion, on est descendu en Islande. Arrivé en Islande, on a eu un petit problème qui a fait qu'on a dû rester 2 jours là-bas à cause de la température. L'avion ne pouvait pas décoller. On est resté 2 jours en Islande et après on a pris un avion direction Kulusuk, donc direction le Groenland. Et avoir mis les pieds au Groenland, clairement ça m'a fait quelque chose parce que là j'étais dans un endroit, personnellement j'aurais jamais cru qu'un jour ou l'autre mes pieds seraient sur cette terre. Et je commençais à regarder autour de moi, je voyais que des montagnes. Et même ces montagnes-là, elles étaient incroyables. En fait, savoir que là, j'étais en train de me dire que je suis au Groenland, j'arrivais pas à le croire. Maintenant, t'arrives à le croire quand tu y repenses ? Non. Ok, tout est toujours dans l'émerveillement de ce truc était dingue, quoi. Toi, t'étais déjà là-bas ? Nous, en fait, on avait une expédition scientifique à mener là-bas qui commençait au nord de la côte est du Groenland. On avait pas mal de relevés à faire et ensuite on est descendu un petit peu plus vers le sud et ensuite on est arrivé dans un petit village qui s'appelle Tintekilak et là on a fait pas mal de repérages pour préparer le camp. Et on a fait un camp sur terre. Dans l'équipage, on était 6. Il y en a un qui repartait en avion quand les jeunes sont arrivés. Et 3 autres qui sont descendus du bateau et qui ont accepté de laisser leur place pour les jeunes qu'on accueillait, les autres éducateurs. Et du coup, on avait un camp à terre pour eux, qui ont eu un peu froid pendant ces quelques jours. Donc, ils étaient en bivouac, ils ont dormi quelques nuits chez un instituteur groenlandais. Mais sinon, on avait vidé la plupart du bateau pour avoir suffisamment de place pour accueillir tout le monde. Vous étiez combien dans le bateau ? Sur le bateau, on était 8. 8 ? Ah ouais, quand même. Il y avait trois jeunes du Rocher, il y a 3 éducateurs qui vous ont accompagné, donc Blandine, Malo et Antoine. Et nous, on était 2 à rester avec donc Pierre-Alexandre et moi qui étions sur le bateau quand vous êtes arrivés. On va dire l'éducateur en chef, c'était Blandine, qui est éducatrice spécialisée, donc c'est le métier. Et nous, on est, on va dire, éducateurs amateurs. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on a fait des binômes avec chaque jeune. Et donc, depuis quelques mois déjà, on avait chaque jour un temps particulier avec un jeune. Donc, avec Sola, depuis je sais plus si c'est le 2e ou le 3e week-end, mais tous les jours, on prenait une demi-heure, 1 heure, en gros, tous les 2, pour discuter de nous, pour apprendre à se connaître, et de nos différents projets, de nos différentes perspectives. Quels étaient les rêves de Sola ? Comment est-ce qu'on faisait pour y parvenir ? Comment est-ce qu'on fait pour les réaliser ? Les étapes à faire ? Qu'est-ce qu'on fait pour reprendre une formation, etc. Et vous vous parliez en dehors ou pas du tout ?
avant le Groenland, on se parlait pas beaucoup, on s'envoyait des messages sur WhatsApp, dans les groupes WhatsApp où il y avait tout le monde, pour savoir les rendez-vous, que ce jour-là, c'est le camp, tout ça et tout. Pour reparler de ces jours-là, quand on faisait les moments à deux, au début, on était en France. Et moi, ces moments-là, ça m'aidait. Enfin, parler à quelqu'un, ça m'aidait. Mais j'avais toujours ce côté de... Peut-être je pensais que j'étais pas sérieux, ou peut-être que j'étais sérieux, mais j'étais pas vraiment dans la discussion. Alors que les moments à deux au Groenland, ça m'a changé. Faire ces moments à deux ici, ben, c'est pas comme faire des moments à deux autre part, j'ai l'impression. Pour être plus précis, on a changé de territoire, on a tout changé. Et faire les moments à deux au Groenland, ça m'a plus aidé. Ouais. Et ce que j'ai pas précisé, c'est que c'était en plus nos binômes de service. C'est-à-dire que tous les jours, on était soit de cuisine, soit de rangement du bateau. En fait, l'idée c'était qu'on participe tous à la vie du bord. En fait, tout le monde était accueilli sur le bateau, mais tout le monde était acteur au même titre. C'était pas des Bon, vacances. il y avait le capitaine et les autres, mais c'était pas une croisière. Donc il y avait à la fois sur le maniement du bateau, mais aussi sur la cuisine. Il y a une grosse logistique sur l'eau aussi, puisque une capacité en eau douce limitée. Donc il faut faire des allers-retours avec l'annexe, avec les bidons, remplir les bidons, revenir sur le bateau. Ça, c'est un truc qu'on faisait. Voilà, on tournait et on faisait ça par binôme également. Toi, t'as passé combien de temps là-bas, sur le bateau, au Groenland ? J'ai passé 9 jours parce que on devait faire 10 jours de camp. On est arrivé en Islande, on est resté 2 jours. Donc, il a fait qu'il devait nous rester que 8 jours. Mais à notre départ, on a raté notre vol. C'est la compagnie islandaise qui nous a donné l'heure du vol à 19h. Mais de l'Islande au Groenland, les heures, il y a un une heure de décalage. décalage. Okay. Du coup, j'ai fait un jour de plus et je pense que j'étais le plus heureux. Zut, j'ai raté mon avion. La réaction de Swala quand il a vu qu'il avait loupé l'avion et qu'il est resté un jour de plus au Groenland était absolument magique. En fait, il y avait tout le monde qui était énervé, tout le monde avec des têtes dégoûtées, en train de stresser, qu'est-ce qu'on va faire, ça et tout. Moi, j'étais en train de dire, il y a le bateau, les gars, on va refaire le retour en bateau. ou sinon quand il me disait, on me disait laisse tomber, je sais pas quoi et tout, ben, je faisais le mec énervé aussi en mode ouais, j'ai raté le vol et tout. Alors qu'en vrai de vrai, on nous avait filmé, mais en vrai de vrai, j'étais hyper heureux. J'adore. Du coup, est-ce que vous avez traversé des moments un peu galères ensemble ? Il y a un moment où, en fait, c'était avant le début du projet, on était en train de faire le convoyage du bateau de Toulon jusqu'à Brest. Donc là, on n'était pas du tout avec les jeunes, c'était un équipage de convoyage. Et le moteur est mort. Donc bon, sur un bateau, il y a deux moteurs, il y a le moteur diesel et puis les voiles. Mais quand on s'apprête à aller au Groenland, on peut pas partir sans moteur. Et donc là, il faut s'imaginer que c'est un petit peu comme si le moteur de votre voiture tombe en panne. Enfin, tombe en panne définitivement. Et donc là, on s'est retrouvé à quelques semaines du départ avec pas de moteur et pas de sous pour payer le moteur. Ça coûte combien un moteur ? Le moteur, en tout, ça nous a coûté 30 000 €. Voilà, en fait, ça a vraiment remis tout en question. C'était un moment qui était très dur. On a dû finir le convoyage. On est arrivé en Bretagne sans moteur. On a été dans plusieurs ports. Et l'objectif, c'était à la fois de trouver un moteur, de trouver un chantier naval qui accepte de nous l'installer. Et voilà, finalement, on a trouvé un moteur, mais on a dû faire l'installation tout seul. Et voilà, juste avant de trouver le moteur, on a fait une visio avec tout le monde qui était prévu depuis longtemps. Et nous, c'était vraiment le moment où on passait nos journées au téléphone. On avait pas de sous, pas de moteur à essayer de trouver des solutions. Et c'était incroyable en fait, on a été complètement remotivé par la motivation de tout le monde. Et notamment il y a eu Malo, il y a eu notamment Swala aussi. Et en fait, moi, je me suis rendu compte à quel point j'étais sensible à la motivation de ceux qui m'entouraient, dans le sens positif comme dans le sens négatif. Mais je peux redonner pas mal de moments dans ce projet-là où la motivation de Swala, ça a été un vrai boost. Et je pense un élément déclencheur du projet, c'est évident. Et cette visio-là, ça nous a complètement... en fait, ça a changé de dimension notre détermination pour s'en sortir et pour réussir. En fait, rien que pour faire ces 10 jours de camp, on était prêt à faire l'aller-retour au Groenland juste pour faire ces 10 jours de camp, ce qui était peut-être pas très malin, mais voilà. Et finalement, après, ça finit par se débloquer. On a trouvé un moteur et puis on a dû découper le bateau pour faire rentrer le moteur parce que ça voulait pas rentrer autrement. C'est un bateau en acier, ouais, donc on a pu le disquer et le ressouder, ce qui était assez cocasse, mais c'était un gros chantier. Enfin, aujourd'hui, je suis convaincu que sans le surplus de motivation qu'on a gagné grâce aux 3 jeunes et notamment à Swala, je pense qu'on serait pas parti, on aurait revendu le bateau. Je sais pas exactement où on en serait aujourd'hui, mais je pense pas qu'on serait parti au Groenland. Qu'est-ce que chacun gagne de l'échange ? Donc toi, tu viens de dire que la motivation de Swala, elle vous avait poussé en fait et porté à traverser des moments difficiles sur ce projet. Bon, toi, tu
on sait que tu as gagné le fait d'aller au Groenland et que ça t'a rendu très heureux. Est-ce que au-delà du Groenland, le fait d'avoir Alban maintenant qui existe dans ta vie, ça change quelque chose? Quand il nous expliquait les efforts qu'il faisait pour que juste des jeunes comme nous aillent au Groenland, parce que c'est un très très grand projet, ben faut avoir du courage, des grandes ambitions, faut être fou. Faut être fou pour avoir des ambitions comme ça, parce que ramener des jeunes au Groenland, parce que tu as fait quelques week-ends avec eux, c'est incroyable. Et surtout, leur ambition et leur volonté de faire, c'est ce que j'aimerais avoir aujourd'hui. Je suis en train de tout faire pour l'avoir, mais c'est ce que j'aimerais avoir dans mes caractères, parce que il y a des moments où c'est difficile, où j'ai plus trop la force d'aller jusqu'à ce que je veux. Alors que eux, ils étaient dans un trou noir. Ils ont quand même cherché les sous et ils sont quand même allés jusqu'au bout. Ils ont eu vraiment du courage pour le faire. Est-ce que pendant que vous étiez au Groenland, vous avez traversé d'autres moments ou même des moments de tension entre vous? J'ai pas l'impression, encore une fois, je suis dans la même pièce que vous et je sens pas du tout une vibe où je me dis des fois vous pourriez avoir des personnalités qui marchent pas, mais est-ce que malgré tout, parce que sur un bateau on est les uns sur les autres et pendant 9 jours c'est long d'être les uns sur les autres, est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles ou est-ce que globalement vous êtes un super binôme qui marche trop bien? Il n'y a pas eu de moment de tension à bord. Par contre, il y a une difficulté qu'on a traversée tous ensemble, qu'on s'était fixé en fait ensemble dès le début, qui était l'objectif de la semaine, c'était la montée sur la calotte polaire. Et ça, alors là, vous ne le voyez pas, mais il y a Soala qui est en train de secouer sa main et de souffler. Oh là là là. Alors cette calotte polaire là, on va en parler après parce que ça sera le moment où on va vraiment expliquer où j'étais dans le mal. La calotte polaire, c'est une couche de glace qui recouvre le Groenland, qui fait plusieurs kilomètres d'épaisseur à certains endroits. Je pense qu'il y avait 1000 quelque chose. 1000, il y a encore quelque chose derrière. C'est pas 1000 pile poil. On avait coché la case et c'était l'aboutissement de la semaine, c'était la difficulté qu'on allait faire tous ensemble et qu'on allait réussir tous ensemble. Et ça nous a tous beaucoup marqué. Ça a été assez dur. En plus, on est parti plus tard que prévu parce qu'il y avait un coup de vent qu'on appelle un pitarak, qui est des vents katabatiques qui soufflaient depuis 2 jours. Donc il y avait. Excuse-moi, t'as dit un mot que je connais pas. C'est quoi Katabatique. Les vents katabatiques, ce sont des vents qui se créent sur la calotte polaire et qui dévalent les fjords et qui viennent. Ça peut faire basculer des icebergs. Ça peut souffler à je sais pas combien de nœuds. Est-ce qu'il y avait probablement 60-70 nœuds dans le fjord qu'on a traversé. Donc nous on était à l'abri, en fait, qu'on a voulu partir. Il en restait encore un petit peu, donc on est parti plus tard que prévu. Donc on a commencé la randonnée dans l'après-midi. Mais donc voilà, on a commencé cette randonnée, pas de sentier tracé. Pierre-Alexandre, le capitaine, avait déjà fait la même randonnée il y a 2 ans. Donc on savait que c'était possible, on savait que c'était dur. L'objectif c'est d'arriver jusqu'à la glace, donc d'arriver jusqu'à la mer de glace qui fait des milliers de kilomètres, qui fait plusieurs fois la France en superficie. Et donc on arrive à la fin, on a avec des crampons et des piolets pour arriver sur le sommet. Et puis on a cette vue d'un côté sur les grands fjords remplis d'icebergs magnifiques et de l'autre sur cette mer de glace qui nous barre la vue et tout l'horizon. Et peut-être que Sola, tu peux dire comment tu l'as vécu. Ouais, ben d'abord c'est vrai que la calotte polaire elle était incroyable, vraiment vraiment incroyable. Arrivé en haut, je me suis dit que monter tout ça en temps normal, ce n'était pas possible parce que j'étais vraiment fatigué bien avant d'être arrivé. Plusieurs kilomètres avant d'être au sommet, j'étais largement mais vraiment beaucoup fatigué. Et là quand j'étais au sommet, je me suis dit là maintenant que je suis au sommet, je suis une nouvelle personne aussi. Je suis quelqu'un qui peut aller très très loin. Et pour expliquer vraiment la beauté qu'il y avait au sommet, on avait la mer en bas avec les glaciers un peu de partout. Et à gauche, on avait la calotte polaire, pleine de neige. On pouvait marcher plusieurs kilomètres, on était encore au-dessus. C'était tout blanc, en fait, c'était tout blanc, il n'y avait rien d'autre. Et à droite, on avait la mer. Et donc, pour expliquer la randonnée, j'ai réussi à monter. Heureusement que j'ai réussi à monter. Mais la descente, c'était vraiment difficile. Parce que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à ressentir des effets secondaires. Arrivé en bas, mes jambes, elles tenaient plus. Quand il y avait une petite glissade ou quoi, ben, je pouvais pas rester sur mes jambes. Parce qu'en temps normal, on reste sur nos jambes et on descend petit à petit. Ah ben là, non, c'était impossible. Je devais m'asseoir et je devais glisser. À un moment, j'ai glissé.
Vraiment, j'étais à 2 doigts d'atterrir sur une pierre et j'arrivais plus à me relever. Il y avait Antoine qui était à côté de moi. Je me suis arrêté et ça y est, j'en pouvais plus, c'était fini. Il a commencé à me faire des marques pour que je marche dessus et tout, mais j'arrivais pas. J'avais les jambes qui tremblaient, tout mon corps tremblait. Il ne restait pas beaucoup, mais le bateau il était quand même très loin aussi. J'avais plus de force, mais mettre un pied devant l'autre, je pouvais le faire. Ce qui est assez marrant, c'est que Sola parle beaucoup et il râle un petit peu, il en fait un peu des caisses pendant tout le temps. Ouais, d'accord. Tout le temps. Il en fait un petit peu des caisses. Et là, c'est la première fois où il était, je sais pas, je pense que 1 ou 2 heures déjà avant d'arriver là-haut, on l'entendait plus. Mais il marchait, il avait envie d'aller jusque là-haut. Et ce qui était le plus marquant, c'est en fait, moi j'ai compris que ça commençait dur au moment où il a commencé à se taire, quoi. Je dis, oh là, là c'est dur. Et là, il est en train de prendre sur lui parce qu'on l'entend plus. Tu parlais de la montée ou de la descente? Bah, la montée, déjà, sur les dernières heures, et puis la descente, ça se voyait que physiquement, c'était dur. Parce que la descente aussi, il était avec moi. Mais la montée, à un moment, c'est vrai que je parlais plus. En fait, c'était dur, mais j'étais énervé de monter, en fait. Arrivé en haut, j'étais trop content. C'était magnifique. Quand j'étais en train de monter, j'étais énervé. Je voulais plus monter en soi. Ça a pris combien d'heures, ce qu'on raconte là? 7 heures. Soit là, il s'est jeté sur le micro pour répondre. Et c'était la grosse crise de la semaine, c'était au milieu de la montée. Il y a un des jeunes, qui est probablement en plus celui qui a la meilleure condition physique, qui s'est assis et qui a dit qu'il arrêtait. Et bon, il était assez expressif dans le fait de ne pas vouloir repartir, un petit peu violent dans ses propos envers nous. Et en fait, c'est là qu'on voit toute la pédagogie de la mer dont on peut transcrire une partie sur la montagne. C'est qu'en fait, soit on fait tout tous ensemble, soit on fait rien, mais on peut pas, quand on part en bateau, une fois qu'on est parti, on peut pas s'arrêter. Il y a toujours un chemin à parcourir. Et c'est ça qui est très très fort avec la mer, et c'est quelque chose qu'on retrouve avec la montagne. Et donc là, c'est soit on fait tous ensemble demi-tour, et on se dit, bah, c'est pas grave, on a fait 600 mètres de dénivelé, c'est déjà bien, on a fait une belle randonnée, c'était dur. Mais en fait, on avait tous conscience à ce moment-là que tout ce qu'on leur disait depuis le début, c'est-à-dire qu'ils avaient des talents, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de se dépasser, qu'ils étaient capables de faire plus que ce qu'ils pensaient, bah, si jamais ça passait pas à ce moment-là, ça allait jamais passer, quoi. Et ils allaient jamais comprendre ce qu'on essayait de leur faire comprendre. Et du coup, là, assez intelligemment, il y a une partie qui a continué à marcher. Donc Sola est parti avec le premier groupe et on est resté avec 2 autres éducateurs. Et en fait, ce qu'on a fait comprendre aux jeunes, c'est soit on fait tous demi-tour, soit on avance tous ensemble. Et là, c'était très dur comme moment, je peux pas dire tout ce qu'on s'est dit, mais au bout d'un moment, donc il a fini par repartir. Et en fait, il était hyper énervé. Il était vraiment en colère contre nous, mais s'il a accepté de repartir, c'était vraiment pas pour lui, c'était pas pour le paysage, c'était pour que les autres, ceux qui avaient envie de monter là-haut, puissent le faire. Et c'est vrai qu'il il m'avait pas mal insulté à ce moment-là. Et en arrivant là-haut, il m'a fait un énorme câlin. Enfin bref, c'était aussi fort. Il y avait l'exploit physique qu'on avait fait tous ensemble, mais il y avait aussi le grand moment humain. Je pense que moi, c'est un des événements le plus marquant de ma vie, je pense, le plus dur. Enfin, j'avais conscience que, en fait, repartir sur cet échec-là, puis en discutant après avec Sola de à quoi il associait cette montée sur la calotte polaire et comment est-ce que ça l'aidait aujourd'hui. Mais c'est sûr que on serait passé à côté de tout, quoi. Et ces 10 jours-là qui ont été, je pense, le moment le plus marquant de mon existence, il y avait une cheville, un moment pivot à ce moment-là, et que voir ce jeune qui accepte de repartir, pas pour lui, mais pour les autres, j'ai trouvé ça absolument formidable. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans votre histoire, et là tu as dit des choses qui sont très marquantes, c'est que vous venez d'environnements complètement différents tous les deux, vous n'avez pas la même vie, et vous avez tous les deux dit, ces 10 jours ils ont changé ma vie et c'est les plus beaux jours de ma vie. Donc le fait que vous vous retrouviez tous les deux sur ça, je trouve ça trop bien. Et vraiment, si je peux rajouter un truc, déjà à ce moment-là, on était tous posés en train d'écouter sa crise, mais vraiment, même moi, j'étais vraiment épuisé à ce moment-là. Le truc, c'est que ce qu'on a vu en haut, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu d'où moi je viens et d'où eux viennent aussi. Et pour revenir à la calotte polaire, le mental que j'avais avant la calotte polaire, ben, je l'ai plus... Oui, c'est là où tu as vu que tu pouvais aller beaucoup plus que ce que tu pensais, quoi. C'est ça. J'ai vu mes limites, je me suis redit en mode tout ce qu'ils ont fait pour nous, Alban et Pierre-Alexandre, leur courage et nous faire monter ça quand on redescend.
faut pas qu'on ait rien appris, quoi. C'est là où j'ai vraiment compris que ce qu'ils veulent nous faire comprendre, ce qu'ils veulent nous faire ressentir, c'est que ils veulent que du positif pour nous. Ils savent qu'on a des capacités qu'on n'a pas encore montrées et qu'on peut montrer. En revenant à Campagne-l'Évêque, donc dans mon quartier, avant ça, je sortais beaucoup dehors, tout ça et tout. Je faisais rien, quoi. Je traînais, juste traînais. En revenant du Groenland, je voulais directement faire de grandes choses, mais je savais que pour faire ces grandes choses-là, fallait commencer par de petites choses. J'ai commencé à travailler, à faire plusieurs jobs. Oui, t'as mis un pas devant l'autre, quoi. Là, aujourd'hui, je suis à Paris, alors qu'en temps normal, je suis à Marseille. J'habite seul, je fais une formation, et après ça, je viserai toujours plus haut, grâce à la calotte polaire et grâce à leur courage et grâce à leurs ambitions. Il y a un autre truc que je voudrais ajouter que tu m'as dit, je crois que c'était le dernier jour, quand on naviguait ensemble en allant à Kulosuk. C'était le projet Kapupakap, ça m'a permis de réaliser que je pouvais sortir de mon quartier, que je pouvais faire autre chose et je trouvais ça trop beau. Je me dis que rien que cette petite prise de conscience-là est tellement importante. Ouais, parce que, en fait, moi, depuis tout petit, depuis que je suis arrivé au monde, j'habite à Campagne-l'Évêque. C'est là-bas que j'ai grandi. Et je suis très, 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 très attaché à ce quartier-là. Moi, je pensais pas un jour me dire que je pourrais aller à Paris, faire des vacances, oui, mais sortir de Marseille, sortir de Campagne-l'Évêque, pour moi, c'était impossible. J'aimais trop là où j'étais. Et là, par exemple, Campagne-l'Évêque, ça va être détruit. Ah ouais? Ouais, il va être détruit. Et moi, savoir ça, moi, Campagne-l'Évêque, je le vois comme il est et il va changer. Donc, ça m'a fait quelque chose. Et être allé au Groenland et être revenu, je peux sortir du quartier maintenant. Qui détruisent les bâtiments, ça va me faire ça me fait un petit truc maintenant, mais pas plus qu'avant d'être allé. Parce que aujourd'hui, je suis à Paris, je suis plus à Campagne-l'Évêque. Je vais retourner à ma fin de ma formation, mais j'aurai toujours les mêmes ambitions. Si je dois repartir, je peux repartir. Je sais que maintenant, je peux partir du quartier parce que j'ai des ambitions. Et ce qui compte, c'est, en vrai, dans la vie, c'est pas rester au quartier. Ce qu'il faut faire, c'est faire sa vie. C'est toujours aller plus loin que où on est. Voilà, c'est quoi la plus grande qualité d'Alban, selon toi, en tant que personne? Le fait que, en parlant, il donne de la force aux personnes. Il est encourageant, très très encourageant. Il a beaucoup de courage de quitter son travail pour faire ça, même si c'est incroyable. Il savait très bien que en quittant son travail, en revenant, il devait retrouver un autre job. Et ouais, courage, encourageant, ambitieux. Et toi, c'est quoi là ou les plus grandes qualités de Soala? Soala est bourré de qualité, mais moi si je dois en retenir une, c'est que Soala c'est un grand génie des relations humaines. Et quand on passe 9 jours à bord d'un bateau comme Bernic, qui fait 13 mètres, on est 8 un peu bloqués à l'intérieur, et bien en fait c'est un gigantesque atout d'avoir un Soala à bord, qui est très doué pour les relations humaines, et notamment grâce à l'humour. Franchement, on a passé 9 jours à se taper des barres, mais tout le temps, les repas, la préparation des repas, c'était hyper drôle, et il manie l'autodérision et le second degré avec beaucoup de tact et beaucoup de justesse. Et c'est vraiment un talent qui s'est... Je le connaissais, mais il s'est vraiment libéré pendant ce séjour au Groenland, et ça a énormément joué sur l'ambiance d'équipage. Je suis allé il y a 2 jours à l'industrie, donc la formation qui a commencé Soala, et directement quand on a dit qu'on venait voir Soala, on a rencontré des encadrants. Il dit ah mais vous venez voir Soala, on l'adore, il est hyper sympa. C'était ton premier jour, on est d'accord? C'était son premier jour. Les gens, ils t'avaient jamais vu avant? Alors, il avait fait des entretiens déjà avant. Il est dans les meilleurs entretiens qu'on ait fait depuis le début. Et enfin, moi, j'étais pas si étonné que ça, mais j'ai trouvé ça génial. Imagine, il y a un petit Soala qui a 17 ans ou 16 ans, qui connaît pas tout ça, qui a pas fait tout ça, et qui se dit que c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Et des ambitions, sors de là où t'es, sors de ton confort. Même si c'est pas au Groenland, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que tu peux vivre, que tu peux faire, et que là où t'es, tu rates. Avant d'aller au Groenland, j'étais dans ma chambre, et à ce moment-là, je savais que je devais aller au Groenland. Moi, tout ce que je faisais, c'était aller sur Google, taper Groenland, et regarder ce qu'il y avait, regarder les petites maisons, plein de couleurs, rouge, bleu, jaune, tout ça et tout. Et en fait, j'étais en train de me dire, c'est pas possible que je vais aller là-bas. C'est impossible que je vais aller là-bas. Aussi, arrivé au Groenland, on est allé voir un glacier. On a dormi devant ce grand glacier. Et après, on est allé devant le village de Chintekilak.
Et là, de loin, je vois les petites maisons. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'y suis. Parce que je voyais les glaciers. Et en fait, en face de moi, j'étais sorti du bateau et je voyais les petites maisons pleines de couleurs que je voyais sur Google. Ça m'a vraiment fait un truc au fond. Parce que j'étais en train de me dire que là, j'y suis. Je suis une personne qui vient des quartiers nord de Marseille. Et je pense que des quartiers nord de Marseille, je suis clairement la première personne à y aller. Je me suis vraiment dit que de tout le monde qui est dans les quartiers nord, pourquoi est-ce que c'est moi qui suis? Même si en mode cette question-là, je devrais pas me la poser, hein. Je devrais être que heureux d'être y allé. Mais de toutes les personnes qui y a à Marseille, c'est moi qui est là, quoi. Et en fait, en partant du Groenland, j'avais mal au cœur aussi. Ouais, en partant du Groenland, j'avais mal au cœur de quitter ce village. Le fait que c'était avec ce groupe-là, on s'était attaché. Même si je reviens, je vais pas avoir la même sensation que j'avais eu avec eux. Parce que ce village-là, il m'avait vraiment fait quelque chose. Voir les Inuits. On avait joué avec des petits jeunes. Jouer avec ces petits jeunes, tout ça et tout, ça m'avait vraiment fait quelque chose. Moi, personnellement, je sais pas parler anglais. Et avec eux, je parlais anglais, on parlait de Ronaldo, Messi, tout ça. On avait un bon petit feeling. Le football, langage universel. Je vais pouvoir t'envoyer une vidéo après, un montage que j'avais fait. C'était la veille de la tempête. À un moment, Pierre-Alexandre, il était dehors et il nous dit: Ah, venez, venez, il y a une petite aurore boréale. On monte et au début, c'est vrai, on la voit. Je l'ai vue, elle était petite, hein, mais pour moi, elle était grande, grande, grande. Pour moi, elle était immense pour moi. Alors qu'en fait, elle était vraiment tout petite. Et au fur et à mesure que les minutes passaient, elle s'agrandissait et on la voyait de plus en plus, elle devenait de plus en plus verte. Il faisait froid à un point. En temps normal, avoir froid comme ça, moi je redescends, je sors plus. J'étais resté dehors pendant au moins 20 minutes en train de la regarder et j'étais ému. En vrai, de la voir, j'étais ému parce que en allant au Groenland, c'était vraiment ce que je voulais. C'était voir les aurores boréales. Parce que moi, les aurores boréales, je les vois que sur Google ou que en photo ou que sur les dessins animés. Et là, la voir devant moi, c'était incroyable. C'était ouf comment, parce que c'était vraiment un cadeau. Je pense que les paysages qu'on a vus en haut de la calotte polaire, on a l'impression de les avoir un petit peu mérités. L'aurore boréale, c'était vraiment un cadeau qu'on a eu tous ensemble. C'était vraiment un beau moment de communion qu'on a passé tous ensemble, où les trois jeunes étaient mais morts de froid. Ce point-là, il était en train de claquer les dents. Il nous a dit: Ouais, je m'en fous si je perds mes mains, mais je suis trop content. Et on est resté, et ça a duré beaucoup plus de 20 minutes. Je pense que ça a duré quasiment 2 heures. Mais ce qui était trop de chance, c'est qu'il y a un des jeunes, là, Younes, qui est proposé d'appeler les autres à la VHF pour prévenir nos trois amis qui étaient à terre, de leur dire de sortir de leur maison pour regarder aussi. Je trouve ça hyper sympa. Alors, nous, on n'avait pas du tout pensé à les prévenir. Et c'est de loin les plus belles aurores boréales qu'on ait vues au Groenland. Et l'idée, c'est de montrer toutes les manières qu'on peut avoir de collaborer entre humains. Est-ce que vous, quand je vous parle de ça, il y a des gens auxquels vous pensez ou auxquels vous voudriez passer le relais, qui soient encore vivants ou pas, ou qui soient à l'autre bout de la planète, même si j'arrive pas à les interviewer? Est-ce qu'il y a des gens où vous dites: mais en fait, moi, quand tu me parles de ça, ça me fait penser à telle ou telle personne, tel binôme qui fonctionne super bien et qui m'inspire? C'est plutôt une personne qui était au Rocher avec sa femme. Ouais. Il a une femme et des enfants. Et en fait, cette personne-là, elle a été le chef du Rocher de Marseille pendant 3 ans, parce qu'ils font tous 3 ans. Il s'appelle Geoffroy Moreau. Et en fait, quand il était là, pour moi et pour d'autres jeunes du Rocher, c'était un peu comme notre deuxième père. Il nous parlait comme on voulait qu'une personne nous parle. Il nous guidait vraiment, vraiment bien. À un moment, j'étais en galère de stage. Je devais chercher des stages, j'étais en galère. Et c'est lui qui m'en a trouvé un. Il faisait tout avec moi, tout ça et tout. Et cette personne-là, je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire parce que du Rocher à maintenant, pour moi, c'est devenu une très grande personne. Alors moi, au risque de paraître un petit peu niais, l'exemple de duo qui marche le mieux, qui m'a le plus marqué, c'est mes parents. Et voilà, en fait, ils ont quasiment 40 ans de mariage, un petit peu moins. Et en fait, ça se voit qu'ils s'aiment un petit peu comme des jeunes fiancés. Et je trouve que dans la manière de nous éduquer, alors qu'on a été nombreux à être assez turbulents, voire très turbulents, et je trouve qu'ils ont toujours été à la fois fermes et doux, et voilà, hyper engagés, notamment auprès des personnes handicapées. Et voilà, et les voir, on est tous dans les frères et sœurs un petit peu fous, entre guillemets, à monter des projets qui nous emmènent un peu loin sur des longues périodes. Et donc là, voir ma maman qui est hyper casanière et pour qui déjà partir en week-end, faut faire des valises et c'est compliqué, qui s'engage avec papa sur un projet de 2 ans au Bénin où ils partent l'année prochaine, ça me fascine complètement.
Merci, j'ai passé un excellent moment en votre compagnie. C'était absolument génial. Merci pour tout ce que vous avez raconté. Salut! Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'espère que vous y avez trouvé de l'inspiration pour vous dépasser et sortir de votre zone de confort. Pour l'accompagner, je vous propose 2 recommandations. La première est liée au montage vidéo que Swala m'a envoyé après l'enregistrement. C'est un montage qui montre leur vie sur place, sur un fond musical, et j'étais peut-être très fatiguée en prenant le métro ce soir-là après l'interview, mais j'ai pleuré en le regardant. Le titre de la musique choisie par Swala pour accompagner les prises vidéo et le contexte dans lequel elle a été produite sont également extrêmement adéquats pour cet épisode. C'est la musique One for All que le youtubeur Inoxtag a choisi pour accompagner son documentaire Kaizen qui parle de son ascension de l'Everest. La deuxième, c'est un film d'animation qui a gagné le Golden Globe du meilleur film d'animation 2024. On n'y entend aucune parole, ce qui est donc tout l'opposé de ce podcast. Mais on y voit des êtres vivants très différents vivre et cohabiter ensemble, lâcher prise sur ce qui est en dehors de leur contrôle et faire des choix sur ce qui est important pour eux. C'est donc aussi un ode à l'entraide et il s'agit du film Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Évitez si vous avez de très jeunes enfants, mais dans tous les autres cas, foncez le voir. Symbiose est un podcast autoproduit et gratuit. Mon objectif est de dépasser 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et surtout, relayez le podcast à des gens qui ne le connaissent pas encore. Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle collaboration humaine. Et cette fois, on va lancer une start-up avec beaucoup de succès. À bientôt!